Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On abordera la deuxième partie et diabète et grossesse. On va voir deuxièmement la prise en charge ou bien la conduite à tenir devant une patiente qui est déjà connue, bien diabétique avant et pendant la grossesse. Toujours vous allez trouver tous ces supports dans la description. Maximum de partage chers collègues. Abonnez-vous toujours si vous n'êtes pas encore. Contactez-moi à Instagram toujours pour vos questions et vos propositions et on commence. Donc, notez-vous bien que la prise en charge d'une patiente qui est déjà connue diabétique, c'est ce qu'on va voir premièrement dans cette première conduite à tenir. Dans la deuxième, prochaine partie, on va voir la conduite à tenir devant le diabète gestationnel. Donc, on commencera par la plus grave. Premièrement, il y a la patiente déjà connue diabétique. Donc, on avait dit que c'était une prise en charge lourde, allongée. Donc, la femme diabétique désirant de grossesse, donc, ça serait très lourd de la prendre en charge. La prise en charge de cette dernière, c'est avant la grossesse, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et même après l'accouchement. Donc, prise en charge allongée. Donc, premièrement, avant la grossesse. Première des choses, je vous invite à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans cette conduite à tenir. Vous êtes censé de garder les points forts car ils sont souvent posés comme thème d'examen. Donc, qu'est-ce que vous allez faire devant une femme désirante de grossesse? Premièrement, avant la grossesse, c'est la programmation de cette dernière. Sous contraception efficace, bien efficace, 2 à 3 mois en avant. Donc, programmer la grossesse, 2 mois à 3 mois de contraception afin que qu'on traite ou bien qu'on fait notre conduite. Qu'est-ce que vous allez faire ou bien qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, dépister et traitement les complications de cette glycémie. Normaliser la glycémie chez cette femme. La glycémie préprandiale devra être, ça c'est à noter, notez-le bien, entre 0,7 et 1,2 g. Donc, pendant 2 mois à 3 mois, la patiente, elle est sous contraception. Pourquoi? Pour normaliser leur glycémie, bien sa glycémie. Donc, en post, ou bien en préprandial, c'est entre 0,7 et 1,2, notez-la bien. Postprandial, la glycémie entre 1 et 1,4. Et l'HbA1c, 3 critères, doit être inférieur à 6,5. Donc, si on n'a pas ces critères-là, on déconseille la grossesse. Premièrement, programmation, contraception, à 3 mois pour normaliser surtout la glycémie. 3 valeurs à retenir. Préprandial 0,7 à 1,2. Postprandial 1 à 1,4. Notez bien ces chiffres-là, vous allez voir la différence entre ces chiffres et pendant la grossesse. Une prise en charge lourde. Et l'HbA1c, l'hémoglobine glyquée inférieure à 6,5. Donc, l'insulinothérapie intensifiée. La pompe d'insuline, elle est recommandée pour ces patientes. Et l'introduction de l'acide folique, donc prévention de plusieurs pathologies, donc plusieurs malformations, donc surtout neurologiques. Vous voyez, ou bien j'espère que vous vous souvenez de troisième année que vous avez vu la spina bifida. Donc jusqu'au premier trimestre. Donc, premièrement, programmer la patiente, les chiffres de la glycémie à retenir par cœur, la pompe à insuline et vous pouvez ajouter l'acide folique pour limiter les complications. Deuxièmement, et pendant la grossesse, après que vous avez normalisé votre glycémie avant la grossesse. Deuxièmement, pendant la grossesse, la consultation doit être prénatale mensuelle. La patiente doit consulter de façon mensuelle, de façon aussi conjointe, en altération avec le diabétologue. Donc pour l'équilibre de glycémie chez cette patiente, donc pendant la grossesse, donc les besoins en insuline vont diminuer. Je répète, la première phase de grossesse, on note l'hypoglycémie. J'espère que vous avez noté ça à la partie précédente. Donc, les besoins sont diminués, donc, puis ils vont augmenter. Et après ça, ils vont rechuter de nouveau après l'accouchement. Donc, qu'est-ce que la patiente va se faire? Une autosurveillance glycémique. Donc, la patiente, elle va prendre sa glycémie de 6 fois glycémie capillaire par jour. L'objectif de la glycémie, ils seront plus stricts que la partie précédente ou bien qu'avant la grossesse. Donc, à jeun, elle doit être, je répète, entre 0,65 et 1,05. Elle devrait être inférieure
à 1,2 grammes par litre. Donc avant la grossesse, on normalise cette dernière inférieure à 1,2. Mais pendant la grossesse, les objectifs vont être très stricts. Je répète, un intervalle étroit entre 0,65 et 1,05. Donc la valeur normale ou bien la valeur gold standard serait 0,95. L'hémoglobine glyquée, aussi, elle est à doser de 4 à 6 semaines. La glycémie postprandiale, après 2 heures, inférieure à 1,2, toujours. Toujours, c'est un intervalle étroit. Avant la grossesse, la glycémie postprandiale, elle a été balancée entre 1 et 1,4. Pendant la grossesse, j'espère que vous allez noter ces chiffres-là, différencier entre les deux phases, c'est plus étroit. Donc, on normalise la glycémie, elle devrait être inférieure à 1,2. On ne veut pas avoir une glycémie qui va dépasser les 1,2 grammes par litre. Donc, dosage de HbA1c, l'hémoglobine glyquée, 4 à 6 semaines. L'index de fructosémie par mois. Pas d'antidiabétiques oraux, faites attention. L'alimentation quantifiée et répartie sans être inférieur à 1600 kilocalories. Faites attention, là, il s'agit d'un fœtus. Ce sont deux individus qui vont être nourris. Sinon, si vous passez ou bien vous prescrivez un régime hypocalorique chez la patiente, donc vous n'allez pas améliorer la glycémie. Par contre, vous allez causer un retard de croissance intra-utérin, de malnutrition, des complications fœtales. Et lors du deuxième et 13e trimestre, ce régime calorique devra balancer entre 1800 et 2000 kilocalories. Faites attention. Pas d'un régime hypocalorique, pas d'antidiabétiques oraux. Et concernant l'HTA, pas un régime hyposodé, donc bien désodé pour ne pas tomber dans les carences ou bien dans l'hypoglycémie, voire l'hypotension artérielle qui est plus grave que l'hyper. L'acide salicylé, ou bien l'aspirine à dose de 100 mg par jour, 11 à 34 semaines d'aménorrhée en cas d'HTA ou de rétinopathie. On avait vu ça dans le cours précédent. J'espère que vous avez les idées. Donc, auto, surveillance de la glycémie, 6 glycémies par jour. Donc, on peut associer la spéciafoldine, donc ça c'est l'acide folique, avant la grossesse, pour prévenir plusieurs complications, l'anémie, les macrosomies, ou plutôt les malformations fœtales. Donc toujours, ça c'est la première consultation. Deuxièmement, pendant la grossesse, je répète, l'équilibre glycémique, il est plus étroit. L'HbA1c, elle ne dépassera pas, je répète, les 6,5 pendant avant la grossesse. Et elle est à suivre tous les semaines pendant la grossesse. La glycémie, elle est étroite. Donc, on prescrira une valeur minimale ou bien une valeur idéale de 0,95 entre 0,65 et 1,5 g. Pas de régime hypocalorique, pas des antidiabétiques oraux. Suivre l'index de fructosémie. Et s'il s'agit de l'HTA comme vous avez vu précédemment, donc ça c'est la fructosémie, vous pouvez passer à l'aspirine en cas de prévention du risque de l'hypertension artérielle. Surveillance des complications par suite. Donc, vous allez suivre la tension artérielle. Cette patiente, pendant la grossesse, elle peut développer une hypertension artérielle, premièrement. Surveillance des poids. J'espère que vous vous souvenez du cours de l'HTA et grossesse. Nous avons parlé de prise de poids et des œdèmes devant un syndrome prééclampsique. La créatinine plasmatique, donc le poids, la créatinine plasmatique et la microalbuminurie et protéinurie, toujours le syndrome néphrotique à craindre devant surtout l'HTA, l'hypertension artérielle. Enfant d'œil, faites attention, tous les 3 mois et tous les mois s'il s'agit d'une rétinopathie. Donc HTA et diabète, malheureusement, c'est une combinaison qui est en train de s'augmenter. Généralement, on voit ces deux pathologies en association. Et dernièrement, comme je vous ai dit, une simple bandelette urinaire peut vous rechercher des acétones ou bien de l'albumine, donc qui est retrouvé devant cette hypoglycémie ou bien hyperglycémie. Pour la surveillance obstétricale,
Donc, dater la grossesse, l'échographie, la première échographie entre 8 et 12 semaines d'aménorrhée. Mesurer la clarté nucale, donc ça, c'est votre surveillance de toute grossesse. Nous allons voir ça dans le suivi des grossesses, la notion des 3 échographies. Donc, la première pour rechercher les malformations fœtales. Donc, mesurer la clarté nucale, recherche de malformations fœtales. Deuxième échographie entre 20 et 22 semaines d'aménorrhée pour apprécier l'évolution de la biométrie fœtale, rechercher un retard de croissance intra-utérine. Nous allons revoir ça dans le suivi des grossesses. Aussi, l'aspect du placenta, la quantité du liquide amniotique. On peut avoir comme nous avons vu précédemment, de l'oligoamniose, voire l'hydramniose. Échographie Doppler pour mesurer, je répète, le débit sanguin ombilical pour dépister une souffrance fœtale aiguë. Rechercher une cardiomyopathie hypertrophique. Donc ça, c'est là l'échographie de troisième trimestre, entre 32 et 34 semaines d'aménorrhée pour évaluer le bien-être et le score de Manning. J'espère que vous vous souvenez de ce dernier qu'on avait vu dans la partie précédente. Prévenir aussi les menaces d'accouchement prématuré par la corticothérapie. La MMH, c'est la même conduite devant une HTA. Et s'il s'agit d'un équilibre glycémique qui est imparfait, l'hospitalisation, elle est à impliquer en 32 semaines d'aménorrhée. Donc, ou s'il s'agit d'un problème obstétrical. Sinon, l'hospitalisation de cette patiente, elle devrait avoir lieu en 36 vers 38 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est deuxièmement pour pendant la grossesse. On suit tous les valeurs qu'on a déjà citées. Vous voyez là que c'est un peu long. J'espère que vous êtes en train de citer tous les points forts. Troisièmement, pendant l'accouchement, quelle est votre conduite pendant l'accouchement? Je répète, normalement, cette dernière, elle devrait être programmée entre 36 et 38 semaines d'aménorrhée, sauf s'il s'agit d'une urgence, ou bien d'un trouble, ou bien d'un déséquilibre plutôt glycémique. Elle va être faite entre 32 semaines d'aménorrhée. Donc, normalement, programmée à 38 semaines d'aménorrhée, l'hospitalisation de ces femmes. Donc, qu'est-ce que vous allez suivre? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans votre conduite à tenir? Premièrement, vous allez déclencher le travail en cas de risque de macrosomie. J'espère que vous souvenez de la partie précédente. Le risque, je répète, de dystocie. Le risque de lésion du plexus brachial chez le fœtus. Donc, déclencher le travail s'il s'agit risque de macrosomie ou de déséquilibre glycémique, d'un retard de croissance intra-utérine ou des antécédents de mort in utero à partir de 38 semaines d'aménorrhée. Au-delà de 38 semaines d'aménorrhée, on ne craindra pas l'immaturité pulmonaire. Donc, pas de MMH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va interrompre cette grossesse, donc 38 semaines d'aménorrhée, pas 42. Donc, une femme diabétique est égale interruption de la grossesse qui est programmée à 38 semaines d'aménorrhée. On n'attend pas les complications, surtout, je répète, surtout que j'insiste sur la macrosomie. Donc, les lésions périnéales qui sont irréversibles, les lésions fœtales et voire malheureusement dans certains des cas le décès. Voie basse ou césarienne. Donc césarienne, c'est majoritairement le cas, entre 40 à 70% selon les conditions obstétricales et les fœtopathies. Donc macrosomie, on préférera toujours la voie haute. Donc c'est à suivre ou bien c'est à décider selon la condition de la patiente. L'insulinothérapie sous-cutanée ou intraveineux et perfusion de glycosé de 10%. Donc pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie, toujours faites attention. Dernièrement, la surveillance glycémique horaire. Donc hyperglycémie maternelle, c'est la cause principale de l'hypoglycémie néonatale. Donc si la femme elle a une hyperglycémie maternelle, donc ça va refléter sur le patient. Donc hyperglycémie, le glucose il va pénétrer, ça on avait parlé dans la partie précédente de la physiopathologie, le titre le plus important. Donc ce glucose, il va passer, bien il va traverser la membrane ou placentaire, il va causer une hyperglycémie fœtale, une hyperréaction de l'insuline et ça va donner une hypoglycémie réactionnelle néonatale qui est grave et qui peut engendrer le pronostic vital du fœtus. Donc, comme troisième point, votre conduite à tenir
Devant l'accouchement, faites attention. Programmez l'accouchement à 38 semaines d'aménorrhée. Attendre pas le terme. Déclenchez ce dernier. Déclenchez le travail s'il s'agit de complications. Macrosomie, déséquilibre glycémique, des antécédents, un retard de croissance. Donc 38 semaines, c'est très suffisant pour une femme diabétique pour accoucher. Craindra les complications, je répète. Le choix de cette dernière, c'est selon les conditions. Généralement, c'est la voie haute ou césarienne, 70% des cas. Donc, faites attention à l'hypoglycémie, perfusion de glucose de 10%. Et faites attention à l'hypoglycémie néonatale qui pourrait être réactionnaire à un pic hyperglycémiant chez la femme. Dernièrement, postpartum. Donc, dernière étape dans votre conduite à tenir ou bien dans votre suivi. Donc, après l'accouchement aussi, vous allez suivre cette femme. Vous voyez, c'est une conduite à tenir allongée. Donc, c'est difficile d'avoir une grossesse chez une femme qui a déjà connu diabétique. Donc, c'est très lourd. Après l'accouchement, donc, on va noter là la diminution importante au besoin en insuline. Elle a été diabétique. Elle a eu une hyperglycémie, je répète, au cours de la deuxième moitié de grossesse. C'est elle qui va donner ou bien qui va nécessiter l'augmentation de dose d'insuline. Après la grossesse, donc une diminution de ses besoins de 30 à 50%. En général, l'arrêt de l'insuline dans le diabète type 2. L'allaitement, il est possible, heureusement. Les antidiabétiques oraux, ils sont contre-indiqués. Je répète toujours, faites attention aux antidiabétiques oraux. Ils peuvent passer le lait, peuvent être passés à part allaitement, ils peuvent donner, je répète toujours, l'hypoglycémie néonatale. Et c'est très grave. Toujours une contraception. On ne veut pas une femme qui est déjà connue diabétique, qui a eu son accouchement d'avoir une nouvelle grossesse. Donc, un dispositif intra-utérin est préféré par rapport aux microprogestatifs. Donc, les microprogestatifs, si vous souvenez, ils étaient le traitement de choix pour une femme déjà connue, hypertendue, HTA. Là, c'est l'inverse. Faites attention de confondre entre les deux critères. Chez une femme déjà connue, hypertendue, plutôt diabétique. Donc, le traitement de choix ou bien la méthode contraceptive de choix, c'est pas ni les microprogestatifs, ni les œstroprogestatifs, c'est le dispositif intra-utérin qui est le plus efficace. Je répète, on ne veut pas cette femme avoir une autre grossesse. Les restrictions formelles à la contraception œstroprogestative chez la femme diabétique, il reste le tabagisme, le mauvais équilibre diabétique, l'hypertension artérielle, ce qu'on est en train de dire. Donc faites attention, les œstroprogestatifs contre-indiqués chez la femme hypertendue. On va avoir le recours aux microprogestatifs. Vous pouvez consulter le cours de contraception pour savoir la différence entre les deux. L'hypertension artérielle, le surpoids et le diabète compliqué de type 1 ou bien plus de 15 ans. Notez-vous bien, dernièrement, avant de conclure, l'emploi des microprogestatifs peut être limité par leur mauvaise tolérance gynécologique, par l'absence de sécurité contraceptive en cas d'oubli. C'est pour cela qu'on fait un dispositif. Donc, c'est une solution à administrer une seule fois. Un dispositif intra-utérin. Donc, s'il est bien placé, c'est la meilleure méthode de contraception. Vous pouvez consulter, je répète toujours, la contraception mécanique ou la contraception par dispositif intra-utérin où on avait parlé sur les avantages de cette dernière. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de progestatifs dérivés de 19 norprogestérone ou bien les macroprogestatifs constitue une méthode de contraception qui est plus utilisée pour les femmes diabétiques. Je répète, macroprogestatif contre-indication pour la femme hypertendue, faites attention. C'est les microprogestatifs, mais par contre l'inverse, pour la femme diabétique, notre deuxième comorbidité, les microprogestatifs, ils sont contre-indiqués par leur inefficacité ou bien déconseillés pour leur inefficacité. C'est le dispositif intra-utérin. Et dans certains des cas, je répète, s'il ne s'agit pas d'une contre-indication diabétique, on peut administrer les macroprogestatifs donc chez la femme diabétique. En particulier, après 40 ans, lorsque le stérilé, il est contre-indiqué. En cas de contre-indication à un dispositif intra-utérin,
Donc, on peut avoir, ou bien on peut passer, non au micro-progestatif, je répète, mais au macro-progestatif pour la femme diabétique qui désire une grossesse, notre intitulé aujourd'hui. Donc, 4 étapes. Donc, avant la grossesse, on récapitule tout ce qu'on avait dit. Avant la grossesse, programmer cette dernière, programmer la grossesse avant 2 à 3 mois. Normaliser les valeurs de la glycémie, j'espère que vous allez les citer. Deuxièmement, pendant la grossesse, un équilibre, et vous allez voir que les chiffres, je répète, vous avez vu qu'ils sont plus stricts avant la grossesse. Le suivi, les bilans, donc on a déjà cité, surveillance des complications, et n'oublie pas la surveillance obstétricale, comme toute autre grossesse. C'est, troisièmement, le titre le plus important, c'est l'accouchement, ou bien au moment de l'accouchement. Je répète, 38 semaines, donc c'est là l'interruption de la grossesse, bien provocation, déclenchement de travail à 38 semaines. S'il s'agit bien sûr des antécédents, des facteurs de risque, on n'attendra pas les 42 semaines, donc par le terme. Le choix, je répète, c'est souvent à la condition, mais généralement s'il s'agit d'une macrosomie, c'est une indication à la césarienne. Pas ou bien pas des hypoglycémies, je répète, faites attention. Et faites attention aussi à la survenue d'une hypoglycémie réactionnelle chez le nouveau-né qui pourra être mortelle. Dernièrement, après l'accouchement, je répète la méthode de contraception. Toujours, je vais insister, le dispositif intra-utérin, tout ce qui est en gras, il est à retenir. Les contre-indications, s'il s'agit d'une contre-indication contre ces dispositifs ou bien ces DIU, vous pouvez passer à une contraception, bien au macro-progestatif. Faites attention, pas de stéroprogestatif, surtout dans la femme diabétique en association avec d'autres comorbidités, surtout l'hypertension artérielle. Je répète, contre-indication toujours, HTA, contre-indication au macroprogestatif ou au œstroprogestatif. J'espère que vous avez cité tous les points forts concernant cette première conduite à tenir devant une femme déjà connue diabétique. On va voir dans la prochaine partie la prise en charge du diabète gestationnel. On avait vu aujourd'hui femme déjà connue diabétique, donc c'était un peu lourd, donc c'était un peu lent. Pourquoi? Le diabète ou bien une femme déjà connue diabétique, ça serait difficile de prendre en charge et les complications, ils sont souvent présents. Donc, et à moindre degré, vous allez voir comme le diabète, bien dans le diabète gestationnel, c'est un peu allégé. Donc ça, c'est tout pour cette première partie, chers collègues. Toujours bon courage dans vos préparations. On se rencontrera dans la suite de ce cours très prochainement. Bon courage et à la prochaine.